Le vent cinglait le visage comme de fines lames, apportant l'odeur forte de la terre et des feuilles écrasées que seules les pluies intenses de la campagne reculée savent éveiller. Étienne ajusta son chapeau de feutre usé sur son front, protégeant ses yeux de l'eau qui tombait sans pitié. Ses 40 et quelques années pesaient davantage sur ses épaules lorsque le temps tournait de la sorte. Ses mains calleuses tenaient fermement les rênes de son cheval alezan, un animal aussi habitué aux intempéries que son maître. Près de 5 ans s'étaient écoulés depuis qu'il avait décidé de vivre en reclus sur ce domaine isolé avec, pour seule compagnie, son maigre bétail et quelques ouvriers qui passèrent de temps à autre pour les tâches les plus rudes. Les habitants du village de Val-Noir ne s'étonnaient plus du silence de l'éleveur, de son regard toujours lointain, comme s'il cherchait quelque chose au-delà de l'horizon brouillé par les pluies constantes. Le ciel se déversait sans pitié depuis 3 jours. Étienne chevauchait à la limite de ses terres, vérifiant si les clôtures résistaient encore à la furie des eaux. La rivière, d'ordinaire si calme que même les enfants jouaient sur ses berges, rugissait maintenant comme une bête en cage, dévorant les rives, emportant des arbres entiers comme de simples brindilles. Ce fut en arrivant au virage de la croix, un tronçon où la rivière formait un coude serré avant de continuer vers le village, que son regard capta un mouvement étrange. Au début, il pensa à un animal emporté par le courant, peut-être une bête qui n'avait pas réussi à s'échapper à temps. Mais il y avait quelque chose de différent dans cette forme qui se débattait contre la force brute de l'eau. Étienne plissa les yeux sous le bord trempé de son chapeau. Un frisson parcourut son échine, et ce n'était pas dû au froid de la pluie qui détrempait ses vêtements. C'était une personne, une femme. Ses bras fins fendaient l'eau dans des mouvements désespérés, tandis que le courant l'entraînait vers les rochers pointus qui marquèrent la cascade du saut du Bouvreuil. Un instant, Étienne resta paralysé sur sa selle. Son cœur s'accéléra, non seulement à cause du danger que courait l'inconnu, mais aussi à cause des souvenirs que cette scène déterrait. La grande crue, comme les gens du coin appelaient, la tragédie survenue 5 ans plus tôt, avait emporté Louise, sa femme. Il n'avait pas réussi à l'atteindre à temps lorsque leur maison au bord de l'eau s'était effondrée. Son corps n'avait été retrouvé que 3 jours plus tard, enchevêtré dans les branches d'un vieux chêne, à 10 kilomètres de là. Depuis, Étienne avait le silence pour compagnon. Les eaux avaient emporté plus que sa femme. Elle avait emporté sa voix, ses sourires, sa capacité à regarder vers l'avenir. Ce qui restait n'était que le travail acharné, jour après jour, sous le soleil ou sous la pluie, comme s'il accomplissait une pénitence auto-imposée. Mais le cri de la jeune femme brisa quelque chose en lui. Un son aigu, désespéré qui transperça le rugissement des eaux et le martèlement de la pluie. Ce cri semblait venir non seulement de la gorge de l'inconnu, mais d'un endroit plus profond comme un appel qui attendait depuis des années d'être entendu. « Au secours! Quelqu'un! S'il vous plaît !» La voix féminine, entrecoupée par l'eau qui envahissait sa bouche, frappa Étienne comme une gifle. Il sentit le cheval s'agiter sous lui, les muscles de l'animal tendus, comme s'il reconnaissait lui aussi l'urgence de ce moment. La jeune femme était déjà entraînée vers le milieu de la rivière, là où le courant devenait encore plus violent. Étienne descendit de cheval d'un mouvement rapide, attachant les rênes à un tronc tordu au bord du talus. Ses doigts tremblaient, non de peur, mais d'une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. L'urgence de faire quelque chose au-delà de la routine vide dans laquelle il vivait. Les yeux de la jeune femme croisèrent les siens 1 seconde. Même à distance, même à travers le rideau de pluie, Étienne vit dans ce regard quelque chose qui le transporta à une autre époque. Ce n'était pas seulement la peur qu'il y voyait. C'était une supplication silencieuse qui allait au-delà du désespoir immédiat. C'était une demande qui semblait dire « Choisis-moi, choisis la vie ». Les eaux boueuses rugissaient, formant des tourbillons traîtres. Des troncs et des branches passaient à toute vitesse, transformés en armes mortelles par la force du courant. Entrer dans cette rivière signifiait défier des forces qui l'avaient déjà vaincu, qui lui avaient déjà tout pris ce qui comptait, mais quelque chose avait changé. Ce cri, ce regard, avait touché une partie d'Étienne qu'il croyait morte. Une partie qui savait encore reconnaître la valeur d'une vie, le sens d'un choix. L'éleveur leva les yeux vers le ciel déchaîné, un instant comme pour chercher une permission ou un pardon. La pluie lava son visage se mêlant aux larmes, qu'il ne s'aperçut même pas qu'il versait.
Alors, d'un geste décidé, Étienne retira son chapeau et le jeta dans la boue. Ses mains calleuses déboutonnèrent son lourd manteau trempé, le laissant tomber sur la terre. Son corps semblait plus léger, alors qu'il se préparait à ce qui allait suivre. Ce n'était pas seulement l'absence du poids des vêtements, mais quelque chose de plus profond, comme si des années de culpabilité et de deuil étaient momentanément suspendues. La jeune inconnue continuait sa lutte contre le courant, mais ses mouvements paraissaient déjà plus faibles, comme si l'espoir s'évanouissait en même temps que ses forces. Elle ne criait plus, économisant le peu de souffle qui lui restait pour garder la tête hors de l'eau. Étienne inspira profondément, sentant l'air humide remplir ses poumons. Les eaux tumultueuses l'attendaient comme un défi, comme une opportunité. La décision était prise. Il allait faire un pas au-delà de son deuil, au-delà de son silence, au-delà des barrières invisibles qu'il avait construites autour de lui. Pour la première fois depuis des années, Étienne était sur le point de se battre non seulement pour la vie d'une autre personne, mais aussi pour sa propre âme, endormie depuis si longtemps. L'eau glacée frappa Étienne comme un choc, lui coupant le souffle. Le contraste avec la chaleur de son corps fit instantanément protester ses muscles. La première assaut du courant faillit le renverser, mais il affermit ses jambes dans le lit boueux de la rivière, sentant la vase aspirer ses bottes à chaque pas. Le monde autour de lui se transforma. Le son de la pluie fut avalé par le rugissement des eaux qui l'entouraient, maintenant de toutes parts. Son corps, habitué aux champs ouverts et au travail sous le soleil, luttait maintenant contre une force qui ne pouvait être domptée, seulement affrontée avec détermination et ruse. « Mon Dieu, donnez-moi la force », murmura-t-il entre ses dents, tout en avançant avec des pas calculés. Chaque mouvement exigeait un effort considérable. L'eau lui battait déjà la poitrine, et le courant tirait son corps, comme s'il voulait l'entraîner vers le même destin que la jeune femme qu'il tentait de sauver. Elle se trouvait maintenant à une vingtaine de mètres de lui, luttant avec les dernières bribes d'énergie. Ses cheveux sombres, trempés, collaient à son visage pâle. Ses mains délicates frappaient l'eau sans la force d'avant. Ses yeux cependant restaient fixés sur Étienne, comme s'il était la seule ancre dans un monde qui se défaisait en haut et en bout. « Tenez bon !» cria-t-il, sa voix rauque rivalisant avec le bruit assourdissant de la crue. « J'arrive !» Quelque chose changea dans son regard. Une lueur d'espoir peut-être. Les paroles d'Étienne semblaient avoir injecté une nouvelle vie dans ses mouvements. Elle essaya de nager vers lui, mais le courant était implacable, la repoussant, toujours plus loin, toujours vers le danger. Un énorme tronc, probablement arraché d'une rive en amont, surgit soudainement, roulant dans les eaux déchaînées. Étienne vit le danger avant même que la jeune femme ne puisse le percevoir. Le bois lourd avançait vers elle, propulsé par la force brute de la crue. « Attention! À votre droite !» hurla-t-il en pointant frénétiquement. La jeune femme se tourna à temps pour voir la menace. D'un dernier effort, elle plongea, laissant le tronc passer au-dessus d'elle. Quand elle refit surface, elle était visiblement épuisée, sa respiration entrecoupée formant de petits nuages dans l'air froid. Étienne profita de ce moment pour gagner du terrain. Il avança à pas plus larges, ignorant la douleur dans ses jambes et le froid qui commençait à engourdir ses doigts. La rivière devenait plus profonde à chaque mètre, et bientôt il ne pourrait plus toucher le fond. Il devait l'atteindre avant cela. Le même tronc qui avait failli frapper la jeune femme venait maintenant dans sa direction. Il calcula rapidement, pas le temps de dévier. Dans un mouvement instinctif, il plongea, sentant le bois rugueux, lui, érafler le dos en passant. La douleur fut vive, mais il l'ignora, refaisant surface avec un halètement. La jeune femme était plus proche maintenant, peut-être à 10 mètres. Ses lèvres présentaient déjà une teinte bleutée, et ses mouvements étaient de plus en plus lents. L'hypothermie commençait à se manifester. « Encore un petit effort », l'encouragea Étienne, tendant le bras comme s'il pouvait réduire la distance entre eux par ce simple geste. Ce fut à ce moment que le lit de la rivière disparut sous ses pieds. Soudain, il n'y avait plus d'appui, seulement de l'eau turbulente, de toutes parts. Étienne sentit la panique momentanée de celui qui perd pied, mais des années de travail près des rivières lui avaient appris à nager. Avec de puissantes brasses, il continua d'avancer, luttant maintenant contre le courant, sans l'aide du fond.
La jeune inconnue était sur le point d'abandonner. Ses yeux commençaient à se fermer, ses mains ne battaient plus l'eau. Seul son instinct de survie la maintenait à flot, mais celui-ci commençait aussi à faiblir. « Regardez-moi » cria Étienne, nageant avec toute la force qu'il pouvait rassembler. « Regardez-moi, n'abandonnez pas » Ses yeux s'ouvrirent avec difficulté, se concentrant sur les siens. Quelque chose dans ce regard frappa profondément Étienne. C'était comme si, à cet instant, il voyait non seulement la lutte de cet inconnu, mais aussi la sienne. La lutte contre l'abandon, contre le fait de se laisser emporter par le courant de la vie. D'un dernier élan, Étienne l'atteignit. Ses doigts touchèrent le tissu trempé de sa blouse, s'y agrippant avec force. Il la tira vers lui, sentant le corps glacé et tremblant contre le sien. Elle n'avait plus la force de s'accrocher à lui, alors Étienne la maintint fermement d'un bras, tandis qu'il utilisait l'autre pour tenter de contrôler leur direction dans l'eau. « Je vous tiens, mademoiselle, je vous tiens, dit-il, plus pour lui-même que pour elle qui semblait à moitié consciente. Son corps était étonnamment léger dans ses bras, mais représentait un poids supplémentaire contre le courant. Étienne savait qu'il ne pourrait pas nager en sens inverse. Il devait utiliser la force même de la rivière à son avantage, en les dirigeant vers un point de la rive où il pourrait sortir en sécurité. Il aperçut, quelques mètres plus loin, une petite anse formée par un ensemble de rochers. Là, l'eau semblait moins turbulente, créant un petit refuge contre la fureur principale du courant. Avec un effort renouvelé, il nagea dans cette direction, sentant chaque muscle de son corps protester. La jeune femme bougea légèrement dans ses bras, son visage se posant contre son épaule. Étienne sentit sa faible respiration contre son cou, un rappel de la vie qui pulsait encore dans ce corps fragile. « Accrochez-vous à moi », dit-il, sa voix grave presque étouffée par le vacarme de l'eau. « Nous y sommes presque. » Elle parut l'entendre, car ses bras bougèrent faiblement, entourant le cou d'Étienne. C'était une étreinte sans force, mais cela signifiait qu'elle était encore présente, qu'elle luttait encore. L'anse était proche maintenant. Étienne nagea avec une détermination renouvelée, sentant le courant devenir moins violent à mesure qu'ils approchèrent des rochers. Quand il atteignit enfin l'endroit, il tendit le bras et s'agrippa à une saillie rocheuse, les ancrant contre la force qui tentait encore de les emporter. Avec effort, il hissa la jeune femme sur un rocher plus plat, puis grimpa lui-même, haletant d'épuisement. Un instant, ils restèrent là, allongés, elle presque inconsciente, lui respirant lourdement, tous deux trempés et tremblants de froid. Étienne observa le visage pâle de l'inconnu. Même dans cet état, il y avait une délicatesse dans ses traits qui contrastaient avec la violence de la nature environnante. Qui était-elle? D'où venait-elle? Comment avait-elle été prise par la crue? Il n'y avait pas de temps pour les questions. Il devait en sortir de là, trouver un abri et de la chaleur avant que le froid ne fasse payer son tribut final. Étienne se leva avec difficulté, ses muscles endoloris protestant à chaque mouvement. Il se pencha sur la jeune femme, lui touchant légèrement le visage. « Pouvez-vous vous lever » demanda-t-il gentiment. Elle ouvrit les yeux, les fixant, avec difficulté. Elle essaya de parler, mais seul un murmure inaudible s'échappa de ses lèvres tremblantes. Étienne comprit qu'elle n'avait pas la force de marcher. Sans hésiter, il la prit dans ses bras. C'était un geste qu'il n'avait pas fait depuis qu'il avait porté Louise pour la dernière fois quand il l'avait trouvée après la tragédie. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, il y avait un cœur qui battait contre le sien. Il y avait une respiration, aussi faible soit-elle, qui se mêlait à la sienne. Le chemin du retour le long de la rive fut ardu. La pluie continuait sans pitié, transformant le sol en un piège glissant. Étienne avançait avec précaution, équilibrant le poids de la jeune femme et sa propre fatigue. Chaque pas le rapprochait de la sécurité, de la terre ferme et de quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis longtemps. Le sentiment qu'il pouvait encore faire une différence dans le monde, que son existence avait encore un but au-delà de la simple survie. Quand il aperçut enfin son cheval, toujours attaché là où il l'avait laissé, Étienne sentit un profond soulagement parcourir son corps épuisé. Il regarda le visage de la jeune femme dans ses bras et réalisa qu'elle l'observait avec des yeux mi-clos,
Tout ira bien maintenant, promit-il. Et pour la première fois depuis des années, il crut vraiment aux mots qu'il prononçait. La tempête rugissait avec une force renouvelée, tandis qu'Étienne guidait son cheval sur le sentier boueux qui montait la colline. L'animal avançait avec prudence, les sabots s'enfonçant dans la terre à chaque pas. Étienne maintenait un bras ferme autour de la taille de la jeune femme qui était assise devant lui sur la selle. Elle tremblait de manière incontrôlable, malgré le manteau de cuir qu'il avait posé sur ses épaules. « Tenez bon encore un peu », murmura-t-il en se penchant, pour la protéger du vent glacial. « Ma maison est juste là-haut. » La jeune femme ne répondit pas, mais se blottit contre sa poitrine, cherchant instinctivement la chaleur d'un autre corps humain. Ses cheveux sombres et trempés exhalaient une odeur de rivière et de pluie qui éveillait en Étienne des souvenirs qu'il avait tenté d'enfouir pendant des années. La propriété d'Étienne se trouvait au sommet de la colline Saint-Michel, l'un des points les plus élevés de la région. Les habitants disaient qu'il avait choisi cet endroit pour être plus près du ciel après la tragédie. Mais la vérité était plus simple et plus douloureuse. Il ne supportait plus de vivre près de la rivière qui avait emporté Louise. La maison en hauteur était son refuge contre les eaux et contre les souvenirs. Quand ils aperçurent enfin la bâtisse en bois, Étienne sentit la jeune femme soupirer légèrement, comme si elle partageait aussi son soulagement. La maison n'était ni grande ni luxueuse, mais ses murs épais et son toit bien entretenu promettaient un abri sûr contre la fureur des éléments. Près de l'entrée, une petite étable abritait quelques animaux. Étienne conduisit le cheval jusque-là, mit pied à terre avec précaution, puis tendit les bras pour aider l'inconnue à descendre. Elle tenta de s'appuyer sur ses propres jambes, mais celles-ci cédèrent immédiatement. Sans hésiter, Étienne la reprit dans ses bras et se dirigea vers la maison. L'intérieur était dans la pénombre et avait l'odeur caractéristique du bois de chauffage, du cuir tanné et des herbes sèches suspendues aux poutres. Une organisation, simple mais fonctionnelle, révélait la vie solitaire de son propriétaire. Étienne déposa la jeune femme sur une chaise près du poêle à bois, la seule source de chaleur de l'habitation. « Je vais allumer le feu », dit-il en se déplaçant rapidement pour empiler du bois dans le poêle. Ses doigts habiles travaillèrent avec familiarité, allumant les premières flammes qui grandirent bientôt, illuminant la pièce d'une lueur orangée et accueillante. La chaleur commença à se répandre lentement. La jeune femme observait tout avec des yeux attentifs malgré sa fatigue évidente. Son regard parcourait les murs en bois, les quelques meubles rustiques, les outils de travail rangés dans un coin, les casseroles suspendues au-dessus du poêle. C'était un regard curieux, mais aussi prudent, comme si elle essayait de comprendre non seulement où elle était, mais avec qui. Étienne prit une couverture rugueuse mais propre et chaude, dans un coffre voisin, et la lui tendit. « Enlevez ses vêtements mouillés et enroulez-vous là-dedans », dit-il en se tournant pour lui laisser de l'intimité. « Je vais préparer une tisane chaude. » Il entendit le léger froufrou du tissu pendant qu'elle obéissait et le grincement de la chaise en bois quand elle se rassit. Ce n'est que lorsqu'elle murmura un timide « c'est bon » qu'il se retourna. Enveloppée dans la couverture épaisse, avec seulement le visage et les pieds nus visibles, elle paraissait encore plus jeune et vulnérable. Ses cheveux sombres commençaient à sécher, formant des ondulations douces autour d'un visage ovale aux traits délicats. Ses yeux d'un brun profond l'observaient avec un mélange de gratitude et d'appréhension. « Je m'appelle Étienne », se présenta-t-il, brisant le silence tout en mettant de l'eau à bouillir. « Je suis le propriétaire de ces terres. »« Claire », répondit-elle, sa voix encore faible mais avec une douce mélodie qui correspondait à son apparence. « Claire Deschamps. Je vivais au village de Clairefontaine. » Étienne hocha la tête, reconnaissant le nom de la petite communauté située en aval. « Comment vous êtes-vous retrouvé dans la rivière ?» demanda-t-il, en gardant un ton neutre pour ne pas paraître indiscret. Claire baissa les yeux, ses mains serrant la couverture contre son corps. « La crue a emporté ma maison », expliqua-t-elle simplement. « J'ai essayé de sauver ce que je pouvais, mais l'eau est montée très vite. Quand je m'en suis rendu compte, le sol avait disparu sous mes pieds. » Étienne ne posa pas de questions sur sa famille ou ses autres biens. Il ne connaissait que trop bien la douleur de tout perdre dans une inondation. Au lieu de cela, il s'occupa de préparer la tisane,
mélangeant des herbes qu'il cueillait et séchait lui-même, de la camomille pour calmer, de la menthe pour revigorer et un peu de cannelle pour réchauffer le corps de l'intérieur. Quand il tendit la tasse fumante à Claire, leurs doigts se touchèrent brièvement. Ses mains, petites et pâles, contrastaient avec les siennes, grandes et calleuses, par le dur labeur. Étienne sentit quelque chose d'étrange dans ce bref contact, comme si un courant invisible était passé entre eux. Claire tint la tasse à 2 mains, profitant de la chaleur qui émanait du liquide. La vapeur montait en spirale paresseuse, formant des dessins éphémères dans l'air. Elle but une petite gorgée, fermant les yeux un instant, comme si ce simple plaisir était le premier vrai réconfort après un long cauchemar. « Merci », dit-elle, le regardant par-dessus le bord de la tasse. « Pour tout. » Étienne se contenta d'un signe de tête, détournant le regard. Il n'était pas habitué à recevoir de la gratitude. En fait, il n'était pas habitué à interagir avec d'autres personnes au-delà du strict nécessaire pour les affaires de la ferme. Le silence qui suivit n'était pas exactement inconfortable, mais il était chargé de questions non posées et d'histoires non racontées. Dehors, la tempête poursuivait son assaut implacable. La pluie tambourinait sur le toit avec une intensité variable, diminuant parfois jusqu'à un murmure doux, d'autres fois augmentant jusqu'à une cacophonie assourdissante. Le vent hurlait aux angles de la maison, trouvant de petites fissures pour s'infiltrer et faire danser les flammes du poêle. « La route du village doit être impraticable », commenta Étienne, regardant par la petite fenêtre embuée. « Vous devrez rester ici jusqu'à ce que les eaux se retirent. » Claire pinça les lèvres, un geste qu'Étienne interpréta comme de l'inquiétude. « Personne ne vous attend ?» demanda-t-il, conscient qu'il s'immisçait peut-être trop. Elle secoua lentement la tête. « Plus maintenant », répondit-elle simplement, et ces 2 mots portaient un poids qu'Étienne reconnut immédiatement. C'était le même poids qu'il portait. Un silence compréhensif plana entre eux. Aucune explication détaillée n'était nécessaire. Tous 2 connaissaient le langage de la perte, les vides que les mots ne pouvaient combler. Étienne se leva et se dirigea vers une petite armoire dans le coin de la cuisine. Il revint avec une assiette simple, un peu de bœuf en daube, des pommes de terre et un morceau de fromage de chèvre qu'il produisait lui-même. « Mangez un peu », offrit-il, posant l'assiette sur une petite table à côté d'elle. « Vous devez reprendre des forces. » Claire accepta d'un hochement de tête. Ses gestes en mangeant étaient délicats, presque timides, comme si elle craignait d'imposer sa présence. Étienne se rassit sur le banc en bois de l'autre côté du poêle, l'observant discrètement tout en feignant de s'occuper à aiguiser un petit couteau de chasse. La maison, qui depuis si longtemps n'abritait que silence et ombre, semblait différente maintenant avec la présence de Claire. Ce n'étaient pas seulement les flammes plus vives dans le poêle ou l'odeur de tisane dans l'air. C'était quelque chose de plus subtil, un changement dans l'atmosphère même du lieu. Comme si les murs de bois, témoins silencieux de la solitude, d'Étienne pendant tant d'années, respiraient à nouveau. « Votre maison est accueillante », commenta Claire, rompant le silence. « Elle me rappelle la maison de mon grand-père quand j'étais enfant. » Étienne leva les yeux, surpris par ce commentaire inattendu. « Je l'ai construite de mes propres mains, » dit-il, avec une légère pointe de fierté dans la voix. « Chaque planche, chaque poutre. Ça a dû demander beaucoup de travail, » observa-t-elle, regardant autour d'elle avec un intérêt renouvelé. « Vous êtes ici depuis longtemps ?»« 5 ans, » répondit Étienne, ses yeux momentanément perdus dans ses souvenirs. « Avant, je vivais près de la rivière, comme tout le monde. » Claire hocha la tête, comprenant ce qui n'était pas dit. Les inondations faisaient partie de l'histoire de cette région, des chapitres tragiques que tous connaissaient, même ceux qui arrivaient plus tard. La rivière qui donnait la vie la reprenait aussi, dans une danse imprévisible qui marquait profondément ceux qui survivaient. À mesure que la nuit avançait, la fatigue finit par vaincre Claire. Ses yeux commencèrent à se fermer involontairement, sa tête penchant sur le côté. Étienne se leva et sans un mot prépara un lit improvisé avec des couvertures et un matelas de paille près du poêle, où la chaleur resterait toute la nuit. « Reposez-vous, dit-il en l'aidant à s'installer. Demain, nous verrons comment est la situation. » Claire s'allongea, tirant les couvertures jusqu'au menton. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Étienne une dernière fois, avant de se fermer complètement. « Merci de m'avoir sauvé, Étienne, » murmura-t-elle,
déjà à moitié endormi. Merci d'avoir choisi d'entrer dans la rivière. Les mots frappèrent Étienne comme un coup doux mais profond. Choisir d'entrer dans la rivière. C'était exactement ce qu'il avait fait, non seulement physiquement mais dans un sens beaucoup plus large. Après des années à vivre en marge de sa propre vie, à regarder le monde passer sans vraiment y participer, il avait choisi de plonger à nouveau. Étienne s'assit dans son fauteuil à bascule, observant le feu et la silhouette endormie de Claire. Dehors, la tempête commençait à se calmer, comme si elle aussi était épuisée, après tant de fureur. Les bruits devenaient plus rythmés, presque une berceuse. La maison au sommet de la colline, qui avait si longtemps été un simple abri contre les souvenirs et le monde, semblait différente cette nuit-là. Les mêmes murs, le même toit, les mêmes meubles simples. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans l'air, quelque chose qu'Étienne ne pouvait pas nommer complètement, mais qu'il reconnaissait comme le début d'un changement. Les jours qui suivirent apportèrent un silence différent à la maison sur la colline. Ce n'était pas le silence lourd et vide qu'Étienne connaissait si bien, mais quelque chose de ponctué de petits bruits qui ne faisaient plus partie de sa vie depuis longtemps. Le léger frottement de pieds nus sur le plancher en bois, le tintement de couverts que l'on range, le doux chantonnement qui s'échappait parfois des lèvres de Claire pendant qu'elle s'occupait d'une tâche. La crue avait complètement isolé la propriété. La route principale était submergée en plusieurs endroits, et les ruisseaux que l'on pouvait normalement traverser à pied étaient maintenant des courants violents qui empêchaient tout passage. Étienne savait qu'il resterait isolé pendant au moins une semaine, peut-être plus, selon l'intensité des pluies qui tombaient encore par intermittence. Le matin du 3e jour, alors qu'Étienne revenait de l'étable après s'être occupé des animaux, il trouva la table mise avec un soin qu'il n'avait pas vu depuis des années. Claire avait trouvé la vieille nappe brodée qui avait appartenu à la mère d'Étienne, rangée au fond d'un coffre. Les tasses, autrefois poussiéreuses, brillaient maintenant, parfaitement alignées à côté d'une théière fumante. « J'ai trouvé un peu de polenta dans le placard », dit-elle avec un léger sourire. « J'ai fait une bouillie avec les œufs que vous avez ramenés hier. » Étienne resta planté à la porte, observant la scène comme si elle venait d'un autre monde. Un instant, il se sentit déplacé dans sa propre maison, comme s'il était entré par erreur dans la demeure de quelqu'un d'autre. L'odeur de cuisine maison faite avec soin, la table dressée, la présence silencieuse mais chaleureuse de Claire, tout cela semblait appartenir à une vie qui n'était plus la sienne. « Vous n'auriez pas dû vous donner cette peine, » dit-il. Finalement, suspendant son chapeau mouillé à un crochet près de la porte. « Ce n'est pas une peine, » répondit Claire, en servant la bouillie fumante dans une assiette en faïence ancienne. « C'est le moins que je puisse faire après tout. » Il y avait une sincérité simple dans ces mots qui désarma toute résistance possible de la part d'Étienne. Il s'assit à table, observant discrètement les mains délicates de Claire pendant qu'elle servait la nourriture. C'étaient des mains qui connaissaient le travail, remarqua-t-il, malgré leur apparente fragilité. De petits calus et une fine cicatrice à la base du pouce racontaient les histoires silencieuses d'une vie qui n'avait pas dû être facile. Le petit déjeuner se déroula en silence, mais ce n'était pas un silence inconfortable. C'était comme s'ils réapprenaient tous deux l'art simple de partager un repas, d'occuper le même espace sans le besoin constant de le remplir de mots. « C'est bon ?» demanda finalement Claire, l'observant avec une expression presque anxieuse. Étienne leva les yeux de son assiette, surpris par la question. Il ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un s'était soucié de son opinion sur quelque chose d'aussi simple. « C'est excellent », répondit-il, et il réalisa que ce n'était pas seulement une politesse. La bouillie était vraiment délicieuse, assaisonnée avec des herbes qu'il ne savait même pas qu'il avait encore chez lui. « Où avez-vous appris à cuisiner comme ça ?» Une légère rougeur teinta les joues de Claire. « Avec ma grand-mère Antoinette », expliqua-t-elle, les yeux se perdant momentanément dans des souvenirs lointains. Elle disait que la cuisine a besoin de 3 ingrédients qui ne viennent pas du potager. La patience, l'attention et un peu de tendresse. Étienne hocha la tête, mâchant lentement. Il y avait quelque chose de réconfortant non seulement dans le goût de cette nourriture simple, mais aussi dans la façon dont Claire parlait de sa grand-mère, avec un mélange de nostalgie et de gratitude qu'il comprenait parfaitement. Après le café, Claire proposa d'aider aux tâches quotidiennes.
Étienne hésita d'abord, peu habitué à partager ses corvées avec qui que ce soit, mais la pluie avait repris de plus belle, rendant impossible le travail au champ, et de nombreuses tâches à l'intérieur de la propriété s'accumulaient depuis longtemps. « Je peux aider avec le bois », suggéra-t-elle, en regardant le tas, presque épuisé près du poêle. « Le bois est dans la remise, vous allez vous tremper », protesta Étienne, mais Claire s'enveloppait déjà dans un de ses vieux manteaux qu'elle avait trouvé suspendu à un cintre. « Un peu de pluie ne me fait pas peur, monsieur. »« Étienne » répondit-elle avec un léger sourire qui illumina ses yeux. Pas après avoir nagé dans cette rivière. Il y avait quelque chose de désarmant dans la façon dont elle avait dit cela, sans drame ni apitoiement, juste une simple constatation de quelqu'un qui avait affronté le pire et survécu. Étienne ne put argumenter contre cette logique. Pendant les heures qui suivirent, ils travaillèrent côte à côte, établissant un rythme silencieux mais efficace. Claire allait chercher le bois dans la remise, tandis qu'Étienne réparait une fuite dans le toit de l'étable. Quand la pluie s'intensifia, ils se réfugièrent à l'intérieur, où Claire aida à ranger les outils qui s'accumulaient en désordre dans un coin de la pièce. C'est à la fin de cet après-midi qu'Étienne remarqua le premier des petits gestes qui, sans qu'il s'en rende compte, commenceraient à changer quelque chose en lui. En revenant d'une rapide inspection des clôtures de l'enclos, il trouva sur sa table un mouchoir propre, soigneusement plié. C'était un de ses anciens mouchoirs de poche qu'il n'utilisait plus depuis des années et qui devait être jauni et oublié au fond d'un tiroir. Maintenant, il était propre, repassé, exhalant un léger parfum d'herbe que Claire avait dû utiliser en le lavant. Ce simple morceau de tissu si soigneusement traité provoqua une émotion inattendue chez Étienne. Ce n'était pas seulement la gentillesse du geste, mais ce qu'il représentait. Quelqu'un avait remarqué quelque chose à lui, quelque chose de personnel, et y avait consacré du temps et du soin. C'était une reconnaissance silencieuse de son existence, qui allait au-delà de la simple présence physique. Les jours suivants, d'autres petits gestes s'accumulèrent, si subtils qu'ils seraient presque passés inaperçus pour un observateur extérieur. Une paire de bottes nettoyées de leur boue et cirées, laissées près de la porte. Une tasse de tisane chaude apparaissant mystérieusement à côté de lui, alors qu'il se concentrait sur la réparation d'une vieille selle. Des herbes médicinales séchant en petits bouquets, attachés avec des rubans colorés, suspendus aux poutres de la cuisine, organisés d'une manière que sa mère avait l'habitude de faire quand il était enfant. Claire, de son côté, commença aussi à remarquer des changements dans le comportement d'Étienne. Au début, il gardait ses distances, comme un animal méfiant qui n'est pas habitué au contact. Mais peu à peu, ses petits gestes commencèrent à répondre aux siens. Un matin, elle trouva un peigne en bois sculpté sur son matelas improvisé. C'était un travail simple, mais fait avec un soin évident. Les marques du couteau d'Étienne encore fraîches sur le bois tendre. Un autre jour, en revenant de ramasser les œufs au poulailler, elle le trouva en train de nourrir son cheval, qu'il aimait tant. Un animal fier et farouche qui n'acceptait pas facilement les étrangers. Étienne parlait doucement à l'animal en le brossant, et quand il remarqua la présence de Claire, il fit quelque chose d'inattendu. « Voulez-vous essayer ?» demanda-t-il en tendant la brosse. « Voici Mistral, le meilleur ami que j'ai jamais eu. » L'invitation à s'approcher de quelque chose de si personnel, de si important pour lui, ne passa pas inaperçue pour Claire. Avec précaution, elle accepta la brosse et, suivant les instructions murmurées d'Étienne, commença à passer les poils sur le pelage brillant de l'animal. Mistral hennit doucement, mais ne s'écarta pas. « Il vous apprécie », commenta Étienne, et il y avait un ton de surprise et autre chose dans sa voix. « Il n'accepte pas souvent les étrangers. Peut-être que je ne suis plus si étrangère, » répondit Claire avec une simplicité qui rendait la phrase encore plus significative. Leurs regards se croisèrent brièvement, et quelque chose de silencieux passa entre eux. Ce n'était pas encore une promesse, ni même une possibilité clairement définie. C'était juste une reconnaissance mutuelle, un petit pont en cours de construction sur l'abîme de perte qu'ils portaient que tous les deux. Le soir, assis près du poêle à bois, tandis que la pluie tambourinait sur le toit, Étienne demanda enfin « Quand les routes rouvriront ?»
Aurez-vous un endroit où aller? La question flotta dans l'air un moment, chargée d'implications qu'aucun des deux n'était prêt à nommer complètement. Claire regarda ses propres mains, puis le feu, ses yeux reflétant les flammes dansantes. « Je ne sais pas, » répondit-elle. « Honnêtement, j'ai tout perdu dans la crue. » Étienne hocha la tête, son visage partiellement caché par les ombres. « Vous n'avez pas besoin de décider maintenant, dit-il, sa voix plus douce que d'habitude. Cette maison a assez de place. » Ce n'était pas une invitation directe à rester en permanence, ni une déclaration de sentiment qui commençait, à peine à se former. C'était juste un petit geste, comme tous les autres qu'ils avaient échangés. Mais peut-être, pensa Claire en observant le profil silencieux d'Étienne contre la lumière du feu, que c'étaient ces petits gestes qui, à la fin, construisaient les plus grands ponts entre les gens. Une semaine s'était écoulée depuis le sauvetage dans la rivière. La pluie avait finalement diminué pour devenir une bruine fine et constante, sans la violence des jours précédents. Le ciel, autrefois chargé de nuages sombres et menaçants, montrait maintenant des taches de bleu occasionnelles entre des masses grises qui se déplaçaient lentement vers l'horizon. Étienne se réveilla avant l'aube, comme à son habitude. Par la petite fenêtre de sa chambre, il remarqua que la brume couvrait la vallée en contrebas, créant l'illusion d'une mer blanche et ondulante, là où il n'y avait auparavant que le vert des pâturages et le brun des champs labourés. Les premiers rayons de soleil teintaient ce paysage éthéré de tons dorés, comme si la lumière elle-même tentait de cicatriser les blessures laissées par la tempête. Il s'habilla silencieusement, essayant de ne pas déranger le sommeil de Claire qui dormait dans la pièce voisine. Elle avait insisté pour quitter le matelas près du poêle pour la petite chambre d'amis qu'Étienne utilisait rarement. En passant devant la porte entr'ouverte, il ne put résister à un rapide coup d'œil. Claire dormait paisiblement, son visage adouci par le sommeil, ses cheveux sombres étalés sur l'oreiller comme un éventail. Il y avait quelque chose de profondément touchant dans cette scène, quelque chose qui fit qu'Étienne s'attarda plus qu'il ne l'avait prévu, absorbant la simple paix de ce moment. Il sortit dans la cour, aspirant profondément l'air humide du matin. Il y avait beaucoup de travail à faire après des jours de pluie intense. Les clôtures devaient être vérifiées, les animaux déplacés vers des pâturages moins détrempés. Le potager était probablement un chaos de boue et de plantes couchées. Il décida de commencer par l'enclos près de la maison, où les dégâts semblaient les plus évidents. C'est là, en réparant une section de clôture renversée par la force de l'eau, que Claire le trouva quelques heures plus tard. Elle portait une tasse fumante dans une main et un paquet qui semblait contenir de la nourriture dans l'autre. Elle portait une robe simple qu'Étienne reconnut comme ayant appartenu à sa défunte femme, des vêtements qu'il avait gardés dans un coffre au grenier, incapable de s'en défaire, mais aussi incapable de les regarder. Étonnamment, il ne ressentit aucun malaise en voyant Claire porter cette robe. Il y avait quelque chose de juste là-dedans, comme si ces vêtements, gardés si longtemps dans l'obscurité, méritaient à nouveau la lumière du jour, le mouvement de la vie. « J'ai pensé que vous voudriez un café », dit-elle en s'approchant avec un sourire timide. « Et j'ai fait un peu de fromage avec du miel. » Étienne accepta l'offre d'un signe de tête. Ses yeux momentanément captivés par la façon dont la lumière du matin illuminait le visage de Claire. Il y avait quelque chose de différent en elle aujourd'hui, remarqua-t-il. Une résolution dans les yeux, une légère tension dans les épaules, comme quelqu'un qui a pris une décision importante et attend le bon moment pour la révéler. Ils s'assirent sur un tronc tombé près de la clôture, observant le paysage qui s'étendait en contrebas. La rivière, maintenant visible au loin, coulait encore abondamment et rapidement, mais s'était déjà retirée dans son lit normal, laissant derrière elle une traînée de boue et de débris sur les berges. « Les routes devraient être praticables d'ici un jour ou deux », commenta Étienne en buvant son café lentement. Ce n'était pas une question, mais il y avait une interrogation implicite. Claire hocha la tête, ses doigts jouant nerveusement avec l'ourlet de sa robe. « Étienne » commença-t-elle, son regard fixé sur un point lointain à l'horizon. « Avant de décider quoi que ce soit sur où j'irai après, je pense que vous méritez de connaître la vérité à mon sujet. » Il se tourna pour la regarder, surpris par la soudaine gravité de sa voix. Pendant les jours qu'ils avaient partagés,
Tous deux avaient évité les questions trop personnelles, respectant les silences de l'autre comme on respecte des blessures encore non cicatrisées. Vous n'avez pas à me dire quoi que ce soit que vous ne vouliez pas, répondit-il, se sentant soudainement protecteur. Claire secoua la tête, un sourire triste jouant sur ses lèvres. Je veux que vous sachiez, j'ai besoin que vous sachiez. Elle inspira profondément, comme quelqu'un qui se prépare à plonger dans des eaux profondes et inconnues. Je ne suis pas seulement une victime de la crue, Étienne. Je suis une fugitive. Le mot plana entre eux lourd et inattendu. Étienne fronça les sourcils, mais ne dit rien, lui laissant l'espace de continuer. Pas d'un crime, s'empressa-t-elle, de préciser en remarquant son expression. Je fuis la cruauté, les jugements, les mensonges qui ont rendu ma vie impossible à Clairefontaine. Ses yeux, normalement doux, se durcirent d'un chagrin, ancien alors qu'elle poursuivait. J'ai été élevé par ma grand-mère après la mort de mes parents. Elle m'a appris à valoriser des choses que beaucoup au village considéraient comme démodées, l'honneur, la pudeur, choisir avec soin à qui donner son cœur. Claire fit une pause, ses yeux maintenant fixés sur ses propres mains. Il y avait un homme, Jérôme Leclerc, le fils du plus grand propriétaire de la région. Il a commencé à me faire la cour quand j'ai eu 18 ans. Il apportait des cadeaux, parlait de mariage, d'une belle vie que nous pourrions avoir. Mais il y avait quelque chose en lui. Elle frissonna légèrement, quelque chose qui me faisait reculer quand il s'approchait trop, quelque chose dans ses yeux qui contredisait ses paroles douces. Étienne écoutait attentivement, sa posture droite, les muscles de sa mâchoire tendus. Il connaissait des hommes, comme ce Jérôme, des hommes qui voyaient les femmes comme des possessions à acquérir, comme des trophées à exhiber. J'ai rejeté ses avances, poliment au début, puis plus fermement quand il est devenu insistant, continua Claire. C'est là que les rumeurs ont commencé. Soudain, j'étais le sujet de toutes les conversations, dans tous les coins du village. Sa voix trembla légèrement. On a dit que je rencontrais secrètement des garçons d'autres fermes, que j'étais trop fier pour accepter un bon parti comme Jérôme, que ma grand-mère m'avait élevé pour être... Elle hésita, comme si le mot était trop douloureux à prononcer. Pour être quoi ? Demanda Étienne, sa voix basse et grave. Pour être impur, compléta-t-elle, les mots sortant comme un murmure douloureux. Alors qu'en réalité, c'était tout le contraire. Je me préservais en espérant trouver quelqu'un qui me valoriserait pour ce que je suis, pas pour ce que je pourrais lui donner. Étienne sentit une colère croissante face à cette injustice. Il connaissait bien ce genre de cruauté. Les petites communautés pouvaient être impitoyables lorsqu'elles décidaient de prendre quelqu'un pour cible. Ma grand-mère est morte l'hiver dernier, continua Claire, sa voix maintenant plus ferme comme si la partie la plus difficile de l'histoire était passée. Je suis resté seul dans sa maison. Jérôme est revenu, plus insistant. Quand je l'ai rejeté à nouveau, les choses ont empiré. Les femmes m'évitaient, les commerçants me servaient à peine. C'était comme si j'étais devenu invisible, sauf pour les regards de mépris. Elle leva les yeux, regardant Étienne directement pour la première fois depuis qu'elle avait commencé son récit. Quand la pluie a commencé et que la rivière est montée, personne n'est venu me prévenir. La maison de ma grand-mère était dans une partie basse du village, la première à être touchée en cas de crue. J'essayais de sauver le peu que j'avais quand j'ai réalisé que l'eau m'arrivait déjà à la taille. Étienne pouvait visualiser la scène, Claire seule, luttant contre la force de l'eau qui envahissait sa maison, sans personne pour l'aider, sans personne qui s'en soucie. J'ai entendu les cris du voisin, le vieux Jacques, un monsieur âgé qui avait toujours été gentil avec moi, poursuivit-elle. Je ne pouvais pas le laisser là. J'ai essayé de l'atteindre, mais le courant était trop fort. J'ai vu d'autres hommes du village arriver et l'emmener dans une barque. Personne n'a regardé vers moi. Personne n'a tendu la main. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'être emporté par l'eau, en essayant de m'accrocher à tout, ce qui pouvait me maintenir à flot. Ces derniers mots furent presque avalés par l'émotion. Le silence qui suivit était chargé d'indignation, de tristesse et d'une compréhension mutuelle qui allait au-delà des mots. Étienne resta silencieux pendant de longs instants, digérant tout ce qu'il venait d'entendre. Finalement, sans la regarder directement, il demanda « Pourquoi me racontez-vous ça maintenant ?» Claire prit une profonde inspiration avant de répondre. « Parce que dans quelques jours, quand les routes rouvriront, des gens du village viendront jusqu'ici, peut-être pour vérifier les dégâts,
peut-être pour le commerce, et ils me verront. Je veux que vous sachiez la vérité avant d'entendre les mensonges qu'ils raconteront sur moi. » Il y avait une dignité simple et émouvante dans la façon dont elle dit cela. Elle ne demandait pas de compassion, ne suppliait pas pour être protégée. Elle offrait simplement la vérité, laissant à Étienne la liberté de juger par lui-même. « Et si vous pensez que je devrais partir avant cela, je comprendrai, » ajouta-t-elle doucement. Étienne se leva brusquement, faisant quelques pas vers la clôture qu'il venait de réparer. Son dos était raide, ses poings légèrement serrés. Claire l'observa avec appréhension, incapable de lire ses pensées. Quand il se retourna enfin, ses yeux avaient une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Je connais des hommes comme ce Jérôme, dit-il, sa voix contenue mais vibrante d'émotion. Des hommes qui pensent que le monde leur doit quelque chose, que les gens sont des objets à posséder. Je connais aussi le poison des rumeurs, le pouvoir qu'elles ont de détruire des vies. » Il s'approcha de nouveau, s'asseyant à côté d'elle, plus près qu'avant. « Claire, vous m'avez sauvé la vie autant que je vous ai sauvé la vôtre. » Elle le regarda, confuse. « Comment ça? J'étais mort à l'intérieur ?» expliqua-t-il, les mots sortant avec difficulté, comme s'il n'était pas habitué à révéler ses sentiments. Je respirais, je travaillais, je mangeais, je dormais. Mais je ne vivais pas vraiment. Pas depuis que j'ai perdu ma Louise. Ses yeux, toujours si contenus, montraient maintenant une émotion brute et authentique. Quand je vous ai vu dans la rivière luttant contre le courant, quelque chose s'est réveillé en moi, quelque chose que je pensais être mort avec elle. Et dans les jours qui ont suivi, avec vous ici, j'ai réalisé qu'il y avait encore une vie à vivre. » Claire sentit des larmes se former dans ses yeux, mais ne les versa pas. Il y avait quelque chose de trop précieux dans ce moment pour être dilué par les pleurs. « Alors non, je ne pense pas que vous devriez partir, » conclut Étienne. Sa voix maintenant ferme et décidée, et quand ils viendront, quand ils apporteront leurs mensonges et leur mépris, ils trouveront quelque chose auquel ils ne s'attendent pas. « Quoi ?» demanda-t-elle presque sans voix. « Quelqu'un qui voit votre force là où il ne voit que de la faiblesse, » répondit-il, ses yeux fixés dans les siens. « Quelqu'un qui respecte vos choix au lieu de vous en punir. » Le soleil brillait, maintenant pleinement, dissipant les derniers vestiges de brume dans la vallée. Claire sentit comme si quelque chose de semblable se produisait en elle. Une brume de peur et d'incertitude se dissipant lentement, révélant des possibilités qu'elle n'osait pas imaginer auparavant. « Merci, » dit-elle simplement, sachant que plus de mots n'étaient nécessaires entre eux. Étienne hocha la tête, puis dans un geste qui les surprit tous les deux, il tendit la main et toucha légèrement son visage, ses doigts rugueux contrastant avec la peau douce. C'était un contact bref, presque hésitant, mais chargé de promesses silencieuses. Le soleil atteignit son point le plus haut dans le ciel, dissipant les derniers nuages qui s'obstinaient à rester après des jours de tempête. La terre exhalait cette odeur caractéristique de pluie et de renouveau, tandis que des flaques d'eau reflétaient le bleu du firmament, comme de petits miroirs éparpillés dans la cour de la propriété d'Étienne. 3 jours s'étaient écoulés depuis la conversation, où Claire avait révélé son passé. 3 jours de travail acharné côte à côte, à reconstruire des clôtures, à réorganiser le potager dévasté par la crue, à ramasser les branches tombées sur le terrain. 3 jours pendant lesquels quelque chose de nouveau grandissait, entre eux, encore sans nom, mais aussi réel que les plantes qui commençaient à se redresser de la terre détrempée. Étienne était dans l'étable, vérifiant si le toit avait résisté aux pluies intenses, quand il entendit le bruit de sabots de chevaux approcher. C'était un son sans équivoque, différent du trot solitaire d'un animal qui se serait échappé du pâturage. C'était le son de plusieurs chevaux, montés, avançant sur le chemin boueux menant à sa propriété. Il sortit de l'étable juste à temps pour voir 5 cavaliers émerger au détour du chemin. Il reconnut immédiatement Antoine Lefebvre, le propriétaire de l'épicerie du village, et juste derrière lui, le père Giraud, le forgeron. Les 3 autres étaient des visages vaguement familiers, des hommes qu'il voyait occasionnellement lorsqu'il devait se rendre au bourg pour affaires. Claire était sur la véranda de la maison, étendant des vêtements humides sur une corde à linge improvisée.
Étienne remarqua comment elle se tendit immédiatement en apercevant les visiteurs, ses mouvements devenant soudainement hésitants, ses yeux cherchant les siens en quête de direction. « Étienne » salua Antoine, levant son chapeau en s'approchant. « Dieu merci, tu vas bien. On s'est inquiété quand la rivière est montée si haut. »« Ah, je vais bien, Antoine » répondit sèchement Étienne en marchant à leur rencontre. « Je vois que vous aussi vous avez survécu à la crue. »« C'était terrible » intervint le père Giraud en secouant la tête avec tristesse. « On a perdu 2 ponts. La scierie du Petit Jean a été complètement détruite, et l'église a eu de l'eau jusqu'au banc. » Pendant qu'il parlait, les regards des visiteurs se déplaçaient constamment vers Claire, qui restait sur la véranda, maintenant immobile, ses mains tenant nerveusement un drap à moitié étendu. Étienne perçut un mélange de surprise et quelque chose de plus sombre dans les yeux de ces hommes, une sorte de jugement silencieux qui commençait à se former. « Je ne savais pas que tu avais de la visite, Étienne », commenta Antoine, avec une fausse décontraction qui ne trompait personne. « N'est-ce pas la jeune fille de Clairefontaine, la nièce de la vieille Antoinette ?» Étienne sentit une tension croissante dans son corps. Le moment que Claire avait prédit était arrivé plus tôt que prévu. « Oui, c'est Claire Deschamps », confirma-t-il en gardant la voix ferme. « Je l'ai trouvée emportée par la rivière pendant la tempête. Je l'ai sauvée des eaux. » Un silence pesant suivit cette déclaration. Les hommes échangèrent des regards chargés de signification non. « Dites, c'est une chance que tu aies été là », commenta finalement le père Giraud, sur un ton qui suggérait qu'il n'y voyait aucune chance. Les gens de Clairefontaine la croyaient noyée. Beaucoup de gens se sont noyés cette fois-ci, ajouta un autre des hommes, qu'Étienne reconnaissait maintenant comme étant Théo, un petit propriétaire terrien près du village. C'est dommage, mais parfois la nature nettoie ce qui doit être nettoyé. La cruauté implicite dans ces mots fit bouillir le sang d'Étienne. Il fit un pas en avant, sa posture soudainement plus droite, plus imposante. « Qu'est-ce que tu veux dire par là, Théo ?» L'homme recula légèrement devant l'intensité du regard d'Étienne. « Rien, mon vieux. Juste un commentaire. »« Eh bien, puisque nous commentons, » interrompit Antoine en descendant de cheval et en s'approchant, « peut-être devrions-nous te mettre en garde à propos de cette jeune fille, Étienne. »« Il y a des choses que tu dois savoir étant un homme veuf et tout. » Étienne s'aperçut que Claire descendait maintenant lentement les marches de la véranda, s'approchant. Son visage était pâle, mais il y avait une dignité dans sa posture qui le toucha profondément. « Je n'ai besoin d'aucune mise en garde, » répondit Étienne, sa voix basse mais chargée d'une autorité rarement démontrée. « Je connais Claire mieux que vous ne la connaîtrez jamais. » Un murmure de désapprobation parcourut le petit groupe. Antoine jeta un regard en coin à Claire, qui se tenait maintenant à quelques mètres de distance. « Étienne, tu es un homme, respecté par ici, » insista-t-il, baissant la voix comme s'il partageait un secret. « Tu ne voudrais pas t'associer à une fille de réputation douteuse. Tout le monde à Clairefontaine connaît les histoires. Elle a rejeté un bon parti comme Jérôme Leclerc, trop fier pour son propre bien. » « Ou peut-être, » rétorqua Étienne en faisant un autre pas en avant, entrant délibérément dans l'espace personnel d'Antoine, qu'elle a vu quelque chose dans le caractère de ce fameux Jérôme qui lui a fait prendre la bonne décision. La tension dans l'air était palpable maintenant. Les autres hommes échangèrent des regards inquiets, clairement mal à l'aise avec la tournure de la conversation. « Écoute, Étienne, nous essayons juste d'aider, » intervint le père Giraud sur un ton conciliant. « Si tu veux amener la jeune fille au village, nous pouvons lui trouver un endroit où rester jusqu'à ce qu'il décide quoi faire d'elle à Clairefontaine. On dit que la maison de sa grand-mère a été complètement détruite par la crue. » Claire fit encore quelques pas en avant, s'approchant d'Étienne. Il y avait une ombre de peur dans ses yeux, mais aussi une résolution silencieuse, comme si elle était prête à affronter ce qui allait arriver. « Ce n'est pas nécessaire, dit-elle, sa voix étonnamment ferme. Je vous remercie de votre sollicitude, mais je n'ai pas l'intention d'imposer ma présence là où je ne suis pas la bienvenue. » Étienne la regarda, puis les hommes en face de lui, sentant une décision se cristalliser en lui. Ce n'était pas quelque chose de planifié, ni même quelque chose qu'il avait consciemment envisagé jusqu'à ce moment. C'était simplement le pas naturel à franchir, comme si tout le chemin de sa vie l'avait conduit précisément à cet instant. Dans un mouvement délibéré et parfaitement clair dans sa signification,
Étienne tendit la main et prit celle de Claire. Leurs doigts s'entrelacèrent dans une connexion qui allait bien au-delà du contact physique. « À Claire ne va nulle part », déclara-t-il, sa voix assez forte pour être entendue clairement par toutes les personnes présentes. « Elle reste ici, sur ma terre, dans ma maison, à mes côtés. » Le silence qui suivit fut absolu, comme si même les oiseaux avaient cessé de chanter pour assister à ce moment. Les visages des visiteurs affichaient divers degrés de choc et d'incrédulité. « Étienne, tu ne peux pas être sérieux », commença Antoine, sa voix maintenant ouvertement hostile. « Pense à ce que les gens vont dire, à ce qu'ils vont penser. »« J'y ai pensé pendant 5 ans, Antoine », l'interrompit Étienne avec un calme surprenant dans la voix. « J'ai passé 5 ans à me soucier de ce qui n'a pas d'importance. 5 ans à laisser la vie me filer entre les doigts. Plus maintenant. » Il se tourna légèrement pour regarder Claire, ses yeux rencontrant les siens avec une intensité qui fit paraître le temps suspendu. « Ici, Claire n'aura pas besoin de se défendre contre des rumeurs ou des mensonges, » continua-t-il, la regardant toujours tout en parlant aux hommes. « Ici, personne ne parlera plus à ta place. Tu parleras pour toi-même. » Les mots flottèrent dans l'air comme une promesse, un serment qui n'avait besoin ni de papier, ni de cérémonie pour être valide. Ce n'était pas une demande en mariage au sens traditionnel, ni une déclaration d'amour en termes romantiques. C'était quelque chose de plus fondamental, un engagement de respect, de protection, de partenariat. Les hommes se regardèrent, clairement déconcertés par cette tournure inattendue des événements. Étienne, le veuf solitaire qui échangeait à peine 2 mots avec quiconque depuis 5 ans, défendant maintenant publiquement une femme dont la réputation avait été ternie par des rumeurs cruelles. « Eh bien, c'est toi qui vois », dit finalement Antoine, incapable de cacher complètement son mécontentement. « Nous sommes juste venus vérifier si tout allait bien après la crue. Je vois que tu es occupé. Je vais bien, comme vous pouvez le voir, » répondit sèchement Étienne. « Je vous remercie de votre inquiétude. C'était un congédiement clair, bien que poli. » Les hommes hésitèrent un instant, comme s'ils s'attendaient à ce qu'Étienne reconsidère ou que quelque chose de plus soit dit. Mais il resta ferme, sa main tenant toujours celle de Claire, son regard direct et inébranlable. Un par un, les hommes remontèrent sur leurs chevaux. Antoine fut le dernier, jetant un dernier regard sur le couple arrêté au milieu de la cour. « Les gens vont parler, Étienne », l'avertit-il, comme une dernière tentative pour le faire reculer. Étienne haussa les épaules, un geste simple, qui contenait toute une révolution personnelle. « Qu'il parle, » répondit-il. « Les mots ne sont que du vent. Ce qui compte, ce sont les actes. » Les cavaliers partirent, le son de leurs sabots diminuant progressivement jusqu'à disparaître au détour du chemin. Étienne et Claire restèrent où ils étaient, toujours main dans la main, comme s'ils avaient besoin de ce contact pour assimiler ce qui venait de se passer. « Vous n'aviez pas à faire ça, » dit finalement Claire, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Maintenant, les rumeurs vont vous suivre aussi. » Étienne se tourna pour lui faire face complètement. Sous la lumière claire de ce jour d'après-tempête, son visage avait une beauté simple et touchante. Non pas la beauté parfaite et inaccessible des statues ou des peintures, mais la beauté réelle de quelqu'un qui a souffert, résisté et survécu en gardant son essence intacte. « Je ne l'ai pas fait par obligation, » répondit-il, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Je l'ai fait parce que, pour la première fois en 5 ans, j'ai senti que j'étais vraiment vivant, assez vivant pour faire un choix qui compte. » Claire sentit des larmes monter à ses yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de peur. C'étaient des larmes de reconnaissance, de soulagement, peut-être même de joie, une émotion qui était devenue si étrangère dans sa vie qu'elle avait du mal à l'identifier. « Et si je veux rester ?» demanda-t-elle, donnant enfin voix à la possibilité qui flottait entre eux depuis des jours. « Alors nous construirons quelque chose ensemble, » répondit simplement Étienne. « Jour après jour, sans hâte, sans promesse, au-delà de ce que nous pouvons tenir. Juste 2 survivants qui réapprennent à vivre. » Un sourire timide illumina le visage de Claire, le transformant d'une manière qui fit accélérer le cœur d'Étienne. « Je crois que ça me plairait, » dit-elle. Ils restèrent là sur la simple véranda de cette maison isolée, sous l'odeur de la terre mouillée et du bois sec. Le soleil était maintenant au zénith, séchant les dernières flaques laissées par la crue. À l'horizon,
Des nuages blancs et inoffensifs dessinaient des formes capricieuses dans le ciel bleu. Ils n'échangèrent ni baisers, ni grandes déclarations. Ils n'en avaient pas besoin. Ce qui était né entre eux était quelque chose de plus profond et de plus durable que n'importe quel geste hâtif ne pourrait l'exprimer. C'était la reconnaissance mutuelle de deux âmes qui, ayant connu la perte et la solitude, appréciaient la chance rare d'un nouveau départ. C'était l'appartenance que tous deux, sans le savoir, cherchèrent depuis longtemps.